L'avènement de l'intelligence artificielle dans notre vie quotidienne et dans notre travail bouleverse, interroge, inquiète. Ces algorithmes désormais capables de générer des images, des vidéos, de reproduire des raisonnements cognitifs humains posent pour l'entreprise de nombreuses questions, dont celle de la transformation des métiers, de l'adaptation toujours plus rapide des compétences et de l'évolution des organisations. Bonjour, je suis Sybille Lemaire, fondatrice du Club Landois, qui regroupe un collectif d'entreprises pionnières et engagées qui agissent pour réussir cette transformation sociale avec une idée simple. Quel pacte social souhaitons-nous écrire qui soit économiquement soutenable et socialement souhaitable? 29 juin 2023, Assemblée nationale. Le Club Landois organise une journée de débat sur le thème du travail avec la députée Astrid Panosyan-Bouvet. Vous vous apprêtez à écouter la table ronde numéro 5, IA et travail, la nouvelle donne, animée par Valérie Lyon, rédactrice en chef de Vive Média. Merci d'être avec nous pour cette dernière table ronde de la journée. Nous allons parler intelligence artificielle et travail avec nos trois invités, Boris Walbaum, Florence Verzelen et Julien Malauran. Je vais vous les présenter tout de suite. Julien Malauran, vous êtes professeur associé à l'ESSEC en système d'information, sciences de la décision et statistiques, et vous co-dirigez le MetaLab de l'ESSEC. Donc le MetaLab, il a été créé en 2021 pour justement développer la recherche, mais aussi l'enseignement sur l'intelligence artificielle. Et vous avez participé à une étude mondiale de l'OCDE consacrée à l'impact de l'intelligence artificielle sur les lieux de travail dans 8 pays, dans les secteurs financiers et manufacturiers. Cette étude, à la fois quantitative et qualitative, a été conduite sous la direction d'Anna Milanese, qui nous a fait l'amitié d'être présente aujourd'hui. Et Julien Malauran, vous avez piloté la partie française de cette étude. Notamment, vous avez interrogé 150 personnes dans 8 entreprises. Et donc, ce qui va être très intéressant, c'est évidemment d'avoir votre retour de terrain sur ce qu'on observe, sur les conséquences de l'IA sur le travail. Florence Verzelen, bonjour. Vous êtes directrice générale adjointe en charge des industries, du marketing et du développement durable chez Dassault Systèmes. Vous êtes membre du comité exécutif et Dassault Systèmes, c'est le leader mondial des logiciels de simulation, des logiciels de modélisation, bref, des logiciels d'innovation au service de l'industrie. Vous venez de publier aux éditions Hermann un ouvrage passionnant, La Révolution multivers, un ouvrage dans lequel vous expliquez comment l'avènement du virtuel industriel devrait permettre de bonifier notre environnement réel, et vous nous emmenez à la rencontre des jumeaux numériques, on en parlera tout à l'heure. Enfin, Boris Walbaum, merci d'être avec nous aussi. Vous avez travaillé à la fois en cabinet ministériel et en cabinet de conseil, chez McKinsey notamment, tout en... On le dit quand même, mais vous avez aussi créé votre cabinet de conseil, Dual Conseil. Vous vous êtes engagé en faveur de l'égalité des chances en créant une association Fratelli en 2004, et puis vous avez cofondé à partir de cette association, Article 1, il y a 5 ans, une association qui accompagne les élèves issus des milieux populaires vers la réussite scolaire et professionnelle. Vous avez lancé en 2021, donc ça va être votre 3e rentrée en septembre, le Forward College, qui est en fait un établissement d'enseignement supérieur qui propose 6 bachelors sur 3 campus, Lisbonne, Paris et Amsterdam. Et votre objectif, c'est de préparer aux nouveaux besoins du monde du travail en combinant exigences académiques et compétences humaines et digitales. Donc vous allez nous expliquer comment vous avez considéré que l'intelligence artificielle nécessitait de repenser en fait la formation des étudiants. Et puis je dirais, on a un 4e invité un peu invisible ou virtuel, il est dans vos têtes, c'est ChatGPT évidemment, qui nous a fait toucher du doigt, on ne le présente plus, il a fait irruption dans nos vies quotidiennes à l'automne dernier, et il nous a fait toucher du doigt ce qu'était l'intelligence artificielle, et notamment ce qu'on appelle l'intelligence artificielle générative, en nous montrant ce qu'elle pouvait produire. Mais cette intelligence artificielle, elle existe déjà sur le terrain depuis de nombreuses années, et notamment dans l'industrie, et c'est ce que vous allez nous expliquer, Florence Verzelen, parce que ça fait 15 ans que vous mettez de l'intelligence, en fait, chez vos clients, dans l'industrie automobile, aéronautique, énergétique.
Tout à fait, Vanessa. Et d'abord, bonjour à tous et à toutes. Je suis ravie d'être avec vous aujourd'hui et je suis toujours impressionnée par tous les événements organisés par Sibylle, dont le niveau remonte à chaque fois, donc, et Astrid, qui sont un duo de choc. Donc, l'intelligence artificielle, effectivement, en fait, elle ne date pas d'hier, elle ne date certainement pas de janvier et de ChatGPT, puisqu'elle était présente dans l'industrie depuis plus de 15 ans. Nous, d'Assosystème, on a commencé à en faire dans l'aéro il y a 42 ans. Et comment est-ce qu'on en faisait? En faisant des jumeaux numériques, des jumeaux virtuels qui permettaient non seulement de faire le design d'avion, comme le Boeing 777 qui a été fait entièrement dans le virtuel avant d'être produit, mais aussi en simulant dans le virtuel, par intelligence artificielle, tout ce qui pouvait se passer dans le 777. Le bruit qu'il y aurait à l'intérieur, qu'est-ce qui se passerait quand de la foudre arrivait à l'avion pour les passagers et pour l'avion et pour qu'il continue à voler, qu'est-ce qu'il se passerait en termes de maintenance prédictive. Donc ça, on a commencé à le faire il y a plus de 40 ans. Et alors que ça a commencé dans l'aéro, c'est vite venu dans l'auto. On parle beaucoup de maintenance prédictive, mais aussi pour les Tesla, pour les véhicules électriques et autonomes, d'amélioration over the air, mais aussi dans toutes les industries. Aujourd'hui, un médicament sur 2 est fait grâce au logiciel d'Assosystème et est fait par intelligence artificielle qui permet d'accélérer la mise sur le marché de ces nouveaux médicaments en ralentissant, en limitant la période de test. Alors, vous pouvez peut-être d'ailleurs nous expliquer pour ce qui s'est passé pendant le Covid avec notamment le vaccin de Moderna. C'est justement l'intelligence artificielle qui a permis de le mettre aussi rapidement, entre autres, sur le marché. Tout à fait, Vanessa. Je vois que vous connaissez bien le sujet. Je suis confuse. Valérie. C'est pas grave. Merci Sibylle. Je reviens de Luxembourg. J'ai eu une journée un peu Vanessa longue. est aussi un très joli prénom. Il n'y a pas de problème. Tout à fait, Valérie. Et effectivement, pour revenir au vaccin de Moderna, mais aussi à celui de Bayern BioNTech, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'on voulait accélérer la mise sur le marché de ces nouveaux vaccins dans un contexte où il y avait urgence à trouver des solutions au Covid. Et qu'est-ce qu'il a fallu faire d'habitude pour faire des tests? On fait des tests avec des patients réels, malades ou pas malades, et des patients à qui on donne un vrai médicament et des patients à qui on donne de l'eau sucrée, en espérant vérifier l'effet placebo et puis que quelques-uns qui ont eu de l'eau sucrée survivent quand même. Dans le cas du vaccin Covid, pour accélérer, on a fait 2 choses. Déjà, on a donné à personne un vaccin avec de l'eau sucrée. On a reconstitué par intelligence artificielle un faux panel de patients qui auraient réagi avec effet placebo comme s'ils avaient reçu de l'eau sucrée. Et ce qui a permis déjà de n'avoir à recruter que la moitié des patients. Il faut voir que certaines entreprises pharmaceutiques peuvent perdre jusqu'à 2 à 3 ans à recruter les patients parfaits, parce qu'on cherche toujours des patients parfaits qui n'ont qu'un symptôme et un seul, ce qui n'arrive jamais dans la vie réelle si vous avez des enfants. Donc, on a limiter le nombre de patients par 2 et par ailleurs, au fur et à mesure du test, on a fait de l'intelligence artificielle qui a permis d'accélérer encore la compréhension de l'effet du médicament. Et ça a pu permettre de limiter à 1/3 le temps de mise sur le marché du nouveau médicament avec un mécanisme qui s'appelle bras de contrôle synthétique, mais qui grosso modo veut dire qu'on a fait une cohorte de patients artificiels. Et ça, c'est quelque chose qui est maintenant homologué aux États-Unis et qui peut être reproduit et donc permettre l'accélération de la mise sur le marché de nouveaux médicaments pour tout médicament aux États-Unis. Et on espère qu'un jour, ce sera homologué également en Europe. Mais pour revenir à l'intelligence artificielle, oui, ça fait plus de 15 ans, comme vous le disiez, Valérie, que nous en faisons dans l'industrie. Mais ce qu'il y a de formidable, c'est que depuis ChatGPT en janvier, c'est que ça fait aussi plus de 10 ans, en fait, que l'IA générative existe. Typiquement, la Fondation Louis Vuitton, elle a été faite avec des applications d'IA générative, de design génératif, produit par Dassault Systèmes, puisque Franck Guéry utilise nos softwares. Et alors, nous, ce qu'on a trouvé formidable en janvier, c'est que jusqu'à présent, quand on essayait d'expliquer à nos clients ce qu'était le design génératif et l'IA génératif, on avait l'impression qu'on leur donnait un mal de tête. Et là, depuis janvier, on est devenu hyper sexy quand on en parle. Donc, c'est absolument formidable. Alors, Florence Verzelen, on voit bien les avantages pour les industriels en termes de production, de gains de cycle, de temps de cycle notamment. Mais quelles conséquences sur les emplois chez vos clients, justement, dans l'industrie?
qu'est-ce qu'il se passe sur le terrain, dans les usines? Alors ça, c'est une très bonne question parce que vous avez tous lu, j'imagine, des articles qui disaient que l'IA allait tuer l'emploi et allait supprimer certains des emplois. Or, moi, en fait, on a chez Dassault Systèmes 350 000 clients industriels à travers le monde, aussi bien en France qu'aux États-Unis. Les discussions avec les industriels qu'on a sur l'IA, c'est pas des discussions sur comment est-ce qu'on va remplacer des collaborateurs. Ce sont des discussions sur nous avons un énorme problème maintenant, nous ne trouvons plus de collaborateurs dans nos usines. Et cette tendance s'est vraiment accélérée depuis 2020. Aujourd'hui, j'ai des clients industriels aux États-Unis, mais aussi en France, qui pensent à fermer des sites par manque de collaborateurs. Et ce qu'ils sont en train de faire, c'est d'accélérer l'automatisation dans leurs usines et l'intelligence artificielle pour permettre au contraire de continuer à produire. Donc le débat sur l'intelligence artificielle va-t-elle tuer des emplois? En fait, ce sont des emplois qui, d'une part, ne sont pas occupés pour l'instant, avec de vraies difficultés pour les industriels concernés. Je pense à une entreprise comme Lizzie. Lizzie, c'est une entreprise française qui est un sous-traitant de l'aéro, de l'auto et du médical. Aujourd'hui, ils ont une usine aux États-Unis, en Californie, où ils ont grosso modo la moitié des emplois dont ils auraient besoin. Et l'IA va leur permettre de bridge the gap, de continuer à opérer et à croître malgré cette difficulté à trouver des emplois dans l'industrie. Donc, première chose, non, ça ne tue pas des emplois, ça crée des possibilités pour des industriels. Deuxième chose, ça les rend attractifs et ça va peut-être les aider à réattirer d'autres publics vers leur métier. Pourquoi? Parce qu'avec l'IA, l'opérateur de l'usine devient un ingénieur. Il a accès à beaucoup plus d'informations sur un format accessible. Aujourd'hui, par IA, par exemple, avec Airbus, on a des solutions où, quand il y a un problème sur une machine, vous scannez la machine et l'application vous dit exactement ce qu'il faut faire. Donc ça augmente les capacités du technicien en temps réel. Mais ça lui permet aussi, à une image plus macro, de voir tout ce qui se passe dans l'usine pour optimiser l'usine. Donc ça rend son métier encore plus important, encore plus intelligent. Et ça, nous, on l'espère, Airbus l'espère aussi, nos clients industriels l'espèrent aussi, ça va rendre ces métiers encore plus attractifs. Parce que l'attractivité de l'industrie, en fait, c'est un enjeu majeur pour le futur de l'industrie en Europe et dans le monde. Merci Florence Verzelen. Je voyais à vos côtés Julien Malorent qui acquiesçait et qui va pouvoir nous raconter les résultats. Il faudrait éteindre votre micro, Florence, parce qu'effectivement, voilà, merci. Donc, vous êtes allé sur le terrain dans un certain nombre d'entreprises. Je ne sais pas si vous étiez chez des clients de Dassault Systèmes, si vous en avez interrogé certains. Et donc, vous aussi, vous confirmez que la peur ou le mythe de l'intelligence artificielle destructrice d'emplois, c'est effectivement un mythe? Oui, alors merci et bonjour à tout le monde et merci pour l'invitation. En effet, je pense que pour l'instant, c'est un mythe. Au moment de l'étude, aujourd'hui, on n'a véritablement pas de chiffres qui nous montrent que l'intelligence artificielle détruit les emplois. Ça semble être évident, et ce, sur plusieurs pays. Donc ça, c'est déjà un premier élément concret qui nous permet de déconstruire cette pensée assez commune. Maintenant, ce qu'on voit quand on va dans le détail, c'est que ça permet d'automatiser certaines tâches, ce qu'on appelle les tâches routinières, et donc ça permet donc de libérer du temps de travail, de libérer du temps de cerveau, pour se concentrer sur des tâches qu'on va qualifier de plus créatives. Et donc là, aujourd'hui, si vous pensez au centre d'appel, si on pense à des tâches routinières qui sont parfois qualifiées comme fastidieuses, répétitives et parfois même pénibles, là on voit que l'intelligence artificielle peut véritablement apporter un plus dans l'organisation, pour l'organisation elle-même, mais aussi pour tous les collaborateurs. Donc ça, c'est un premier point. Ça veut dire aussi qu'il y a donc une réorganisation du travail. Et plutôt que de parler de destruction du travail, je pense que pour l'instant, il est plus juste de parler de réorganisation du travail. Et c'est ça le véritable enjeu pour les organisations, c'est de se dire, OK, maintenant, on a une force de travail qu'on connaît, qui est identifiée avec des compétences qu'on connaît. Maintenant, avec l'introduction de ces outils à base d'intelligence artificielle, ça rebat les cartes par rapport aux compétences requises dans les organisations. Et donc, par rapport à cette nouvelle donne, il faut donc reformer certaines positions, il faut reformer certains profils pour pouvoir s'adapter à cette technologie qui remplace les humains sur certains aspects, qui ne les remplacera jamais sur plein d'autres. Et on voit donc que
que le continuum, je dirais, de fonctions dans l'organisation est en train de bouger, comme des plaques tectoniques, mais il faut comprendre ces jeux de plaques tectoniques pour pouvoir justement anticiper les besoins en formation, et là rentrer dans les logiques de upskilling, reskilling, qui sont des vrais enjeux pour les organisations aujourd'hui. Mais pour l'instant, pas de destruction, ou en tout cas pas de manière significative. Ce qui est certain, c'est qu'à un volume de travail égal, aujourd'hui, on est en capacité de faire plus de choses grâce aux outils d'intelligence artificielle. Alors néanmoins, peut-être un petit bémol, puisqu'il faut rappeler que l'étude a été menée avant l'émergence de ChatGPT, vous l'aviez souligné tout à l'heure, et donc l'intelligence artificielle générative pourrait quand même venir mettre à mal certains emplois, notamment du tertiaire, parce qu'on pense toujours aux emplois industriels, mais il y a aussi les emplois du tertiaire. Et vous aviez évoqué plusieurs exemples quand on en avait discuté pour préparer cette rencontre, de métiers du tertiaire qui pourraient être un peu ébranlés quand même. Absolument, on le voit, et puis là on commence à voir des effets d'annonce depuis quelques semaines, en particulier je pense en Amérique du Nord, où on voit des effets d'annonce assez marqués sur des plans de licenciement qui sont là annoncés, et c'est sur les métiers de la lettre principalement. Quand je dis les métiers de la lettre, je pense je dirais aux premières années du métier d'avocat, aux premières années dans les métiers de conseil. On va vous demander de digérer un certain nombre de contenus, de le remettre en forme avec une cible bien définie. Et on le voit quand vous avez utilisé ChatGPT, j'imagine, à minima pour comprendre ce que c'était. Ce type d'outil aujourd'hui est très puissant pour, écrire, proposer du contenu, rediriger du contenu, réécrire dans des formats que vous pouvez prédéfinir en amont. Donc ça, sur ces métiers de la lettre, je dirais, il y a un vrai danger immédiat, et on le voit de manière très concrète, en effet. Et alors, vous évoquiez effectivement la nécessité de repenser les formations. Boris Valbaum, c'est ce que vous avez fait d'une certaine façon en créant le Forward College, c'était de réorganiser, dites-vous, les modes d'intelligence, parce qu'en fait, l'intelligence artificielle bouleverse un petit peu la hiérarchie de ces modes d'intelligence dans le travail. Oui, on va parler on va parler un petit peu de vos enfants et déconstruire, comme dirait l'autre, le concept d'intelligence. Moi, j'ai été formé à l'école très française, avec des concours, des classements d'entrée, de sortie, donc avec une vision très verticale, en fait, de ce qu'était l'intelligence, de ce qu'était le talent professionnel. Puis quand même, on se rend compte, à la fin, je suis pas encore tout à fait à la fin, mais en tout cas en milieu de parcours, que finalement le classement ne reflétait pas complètement les réussites qui se sont passées, donc ça interroge. Et puis effectivement, en travaillant avec des jeunes issus de milieux défavorisés mais à fort potentiel, on se rend compte qu'il y a plein d'autres dimensions à l'intelligence. Et donc ce concept d'intelligence qui originellement veut dire relier, bien en fait quand on regarde un peu les théories de l'intelligence aujourd'hui, on voit qu'effectivement il y a une des théories qui, au-delà de la notion d'intelligence générale, il y a des théories d'intelligence multiple. Donc, il y a différentes typologies. Nous, on est arrivé sur une typologie que tout le monde comprend à peu près, qui est en cinq dimensions. L'intelligence cognitive au sens strict du terme, c'est-à-dire comment vous vous reliez à la connaissance, comment vous l'assimilez, comment vous l'intégrez. L'intelligence sociale, comment vous reliez à l'autre. L'intelligence émotionnelle, comment vous vous reliez à vous-même. L'intelligence technologique, comment vous vous reliez à la machine, qui évidemment devient un enjeu de plus en plus important, et puis l'intelligence pratique, comment vous vous reliez au contexte qui est autour de vous pour prendre des décisions et pour agir. Et donc autour de cette typologie, on s'est dit, au fond, comment on repense la formation, en se disant, c'était évidemment un constat de départ que l'intelligence artificielle allait, dans la perspective temporelle qui était la nôtre, très fortement affecter l'avenir de nos étudiants, tant d'un point de vue personnel que professionnel que citoyen. Et donc sur ces 5 types d'intelligence, on s'est dit, au fond, sur la partie cognitive, c'est là où évidemment il y a le challenge le plus fort. Et Sam Altman, le PDG d'OpenAI, disait, d'ici quelque temps, le coût de l'intelligence sera égal à 0. L'intelligence au sens précisément cognitif, c'est-à-dire ce qu'évoquait Julien sur assimiler un contenu, le régurgiter avec un certain angle, etc. Et donc en fait, effectivement, l'intelligence cognitive, elle subit un effet ciseau, qui, à la fois, effectivement, sa valeur va décroître très fortement. Donc, moi, je suis content déjà d'être au milieu de carrière parce que j'avais plutôt que construire ma carrière sur ce registre. Et, en revanche, va très probablement, et ça, on le sous-estime énormément, affecter la motivation qu'ont les gens à apprendre. C'est très compliqué aujourd'hui de mobiliser des jeunes
à apprendre des théories, à faire des synthèses, des dissertations, des essais, etc. Alors que ChatGPT le fait mieux qu'eux en quelques secondes. Et ça ne va aller qu'en empirant. Et donc là, on est face à un enjeu qui est absolument majeur, mais qu'on a déjà connu d'une certaine façon avec la calculatrice, sauf que là, évidemment, l'ampleur de ce défi est beaucoup plus vaste. Alors du coup, nous, on s'est dit, on va construire l'acte de formation, l'acte d'enseignement, comme un acte effectivement d'empowerment, et on ne va pas se mettre du côté de l'offre de formation, c'est-à-dire comment on organise un contenu, on le découpe, on le présente de façon digeste, c'est ça qu'on appelle un bon prof aujourd'hui, mais en se plaçant du côté de la demande. Comment nous, on peut encourager les jeunes à être curieux, nos étudiants à être curieux, et à poser les questions. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'intelligence cognitive devient fondamentalement une intelligence du questionnement. Donc ça, évidemment, ça change complètement vos modes d'approche. Ça veut dire qu'effectivement, alors ça ne veut pas dire qu'il ne doit plus. On n'est plus dans l'accumulation de connaissances parce que la machine le fait pour nous. Mais ce qu'il faut, c'est savoir poser les bonnes questions à la machine. Oui, alors en fait, vous ne pouvez pas faire l'un complètement sans l'autre. Donc, c'est pas parce qu'il y a une machine à calculer qu'on a arrêté de calculer. Par contre, ce qui est très probable, c'est que vous soyez nettement moins bon que les personnes qui étaient dans cette pièce il y a 50 ans en calcul mental. Voilà. Donc, il y a une forme d'équilibre à trouver entre... voilà. Et donc, nous, effectivement, avec le mécanisme de la classe inversée, en étant beaucoup sur le questionnement, la confrontation des théories, etc., on est dans cette approche pédagogique sur la dimension académique et cognitive. Quand on prend l'intelligence, alors je vais mettre ensemble l'intelligence sociale et l'intelligence émotionnelle, même si elles ont des ressorts différents, c'est vrai qu'il y a quand même des recouvrements qui sont significatifs. On est sur un enjeu d'équilibre de la personne humaine dans son rapport, comme je dis, à elle-même et aux autres. On voit bien, et c'est le cas, c'est notre cas, on le perçoit moins, mais c'est le cas de nos enfants, on le perçoit beaucoup plus. Le temps qui est passé dans l'interaction avec la machine, c'est développé de façon exponentielle. Et ça a des effets. Alors, je vous renvoie au film Her, pour ceux qui l'ont pas vu, H-E-R, où effectivement un homme tombe amoureux d'un algorithme, alors qu'il a le mérite d'être incarné par la voix de Scarlett Johansson, donc ce qui est un bon argument. Mais effectivement, c'est quand même un algorithme derrière. Et donc, on voit bien la puissance invasive que peut avoir l'intelligence artificielle dans les relations sociales. Et déjà, les réseaux sociaux sont bourrés d'intelligence artificielle, mais également dans l'intelligence émotionnelle. Et ça, c'est très fortement perturbateur. Il faut que nos étudiants, il faut que les jeunes en soient conscients pour faire société. Donc nous, on travaille beaucoup avec eux. On a tout un problème de développement personnel qui touche aux questions des compétences sociales et émotionnelles. On parlait tout à l'heure là de l'écoute active, des compétences développées par les aidants. Elles sont effectivement fondamentales. L'enjeu de demain, il se jouera aussi beaucoup pour un très bon manager, un dirigeant, sur cette capacité d'écoute, cette capacité à relier, cette capacité à engager des collaborateurs à travers des formes d'expertise différentes, des horizons culturels différents, etc., etc. Donc, c'est un enjeu fondamental qu'on approche au travers du développement personnel. Et d'ailleurs, nos étudiants ont une analyse 360 degrés de leur positionnement sur ces différentes formes d'intelligence chaque année pour voir comment ils progressent, pour voir quel est leur profil. Ils ne peuvent pas être bons en tout, mais au moins, ils doivent avoir conscience que ces différentes formes d'intelligence existent. Et donc, voilà. Vous avez donné le mot clé de compétence, qui est un mot aussi auquel Florence Verzelen tient beaucoup, puisque vous dites que finalement ce ne sont plus des métiers que nous allons apprendre, mais des compétences que nous devons développer. Quels sont les besoins aujourd'hui des entreprises, Florence Verzelen ? Merci, c'est une très bonne question parce qu'en fait aujourd'hui les métiers évoluent extrêmement vite. D'après le World Economic Forum, 60% des métiers que nous ferons, nous, en 2030, n'existent pas aujourd'hui. Donc, et ces métiers seront des combinaisons de compétences pour lesquelles, d'ores et déjà, on peut commencer à se former. Alors, c'est à la fois une très bonne nouvelle parce que ça veut dire qu'on ne fera pas la même chose en 2030, donc on s'ennuiera moins. Et par contre, un vrai besoin qui est ce besoin de monter en compétences avec particulièrement un aspect digital et training sur le digital qui est particulièrement important puisque l'intelligence artificielle, les jumeaux virtuels, les digital analytics vont devenir particulièrement clés dans tous ces métiers. Donc, ce qui est important pour mes clients, pour Dassault Systèmes, c'est deux choses. C'est d'abord identifier les compétences dont ils auront besoin, qu'elles soient digitales, qu'elles soient liées à la modélisation, à la simulation, aux jumeaux virtuels en opération, aux data analytics, à la résilience de l'industrie ou de leur supply chain. Identifier ces compétences et ensuite créer les formations pour les compétences dont on a besoin. Parce que moi, dans mes discussions avec les industriels avec lesquels on travaille, l'énorme challenge que nous avons, c'est que les besoins en compétences sont très différents, mais la vitesse d'adaptation des écoles et des universités
n'est pas suffisante. En gros, pour changer un curricula dans une école ou une université, il faut 6 ans. Or, dans 6 ans, si on a les compétences dont on a besoin aujourd'hui dans 6 ans, ce ne seront plus les bonnes dans 6 ans. Donc, en fait, on a une espèce de gap qui ne marche pas, en plus du fait qu'il nous faut non seulement des étudiants qui sortent d'école et d'université avec les bonnes compétences, mais qu'en plus, nos collaborateurs actuels, ce serait bien qu'ils continuent à avoir des bonnes compétences. Donc, il y a une course de vitesse sur l'acquisition, le repérage, l'identification des nouvelles compétences et la création de formations sur ces nouvelles compétences qui est absolument clé. Dans un univers où on aimerait bien, dans un monde absolu, qu'il n'y ait pas de système d'éducation. Aujourd'hui, ce qui est en train de se passer aux États-Unis et qui est un peu inquiétant, c'est que des entreprises comme Google ou Amazon ne recrutent plus sur la base des grandes universités américaines, elles recrutent sur la base des propres formations qu'elles ont créées, elles. Ça veut dire qu'il est en train de se créer des univers d'éducation parallèles, donc une certaine difficulté pour de nombreux jeunes et professionnels de s'y retrouver. Donc pour nous, ce qui est important, c'est l'identification des compétences. On y travaille. Si vous allez sur le site d'Assosystème, vous pouvez voir des analyses très intéressantes sur les compétences de demain dans chacune des 12 industries avec lesquelles nous travaillons, que ce soit la santé, l'aéro ou la construction, mais aussi les formations sur lesquelles on travaille avec les écoles et les universités, parce que ce qu'on pense, c'est qu'on ne créera pas un master pour acquérir toutes les compétences demain, mais qu'on peut créer des formations plus courtes sur chacune des compétences dont nos industriels ont besoin, et que la combinaison des bonnes compétences sur les bons postes peut répondre aux besoins de l'industrie. Et qu'en tout cas, il y a urgence à le faire. Alors là, vous mettez quand même au défi nos 2 autres panélistes qui sont dans la formation. Alors comment, Julien Malorent, à l'ESSEC, et ensuite je vous donnerai la parole, Boris Walbaum, comment vous répondez à ce besoin, à cette accélération en fait de la transformation des besoins de l'industrie? Je crois qu'à l'ESSEC, vous créez un nouveau bachelor à la rentrée 2023. Est-ce qu'il vous a fallu 6 ans pour le faire? Non, justement, je pense que on est tout à fait au fait de ces difficultés à pouvoir suivre le rythme et à pouvoir anticiper quels vont être ces nouveaux métiers de demain. On a un des mottos quand vous arrivez à l'école aujourd'hui, c'est comment gérer l'incertitude et comment donc anticiper, comment former les étudiants aux métiers qui n'existent pas encore. Et donc on a réfléchi de manière active là-dessus. Il y a aussi beaucoup de choses au niveau de l'État, et là je pense que c'est important de le dire, avec des appels à financement public pour les métiers d'avenir, donc avec des financements très très conséquents qui invitent universités, écoles, toutes les académies à réfléchir à cela et à les aider sur ces transformations. Concrètement, nous aujourd'hui on lance à la rentrée un bachelor, ce qu'on appelle le bachelor Adams. C'est un bachelor ESSEC Centrale Supélec. On a déjà un master ESSEC Centrale Supélec. C'est intéressant de voir cette hybridation des compétences parce que je crois que ça correspond à un besoin du marché et on le voit. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on ne peut pas avoir des managers qui arrivent en entreprise sans compétences techniques, sans comprendre concrètement, et je dirais même dans la technique la plus précise, ce que c'est un système d'intelligence artificielle, comment est-ce qu'il se développe, comment il se gouverne, comment est-ce qu'il se régule, etc. Et donc aujourd'hui, on a une vraie demande pour ces nouvelles formations, je dirais, hybrides. Donc ça, c'est un bachelor. Ça, c'est vrai que c'est un bachelor, ça prend un certain nombre d'années, 3-4 ans. On a pareil pour les masters, c'est 2 ans. Donc ça correspond à, je dirais, à ce qu'on appelle la formation initiale aujourd'hui. Maintenant, il y a ces enjeux aussi d'upskilling, de reskilling, et voir comment est-ce qu'on peut aider les collaborateurs d'une organisation à se transformer, à se former à ces nouveaux métiers. Comme moi, aujourd'hui, je suis face à des participants de tout âge, de toute démographie. Ils se disent comment est-ce que nous, on se forme aussi, nous, à ces métiers. On a 40, 35, 50 ans. Qu'est-ce qui se passe dans les organisations? On a du mal à saisir les signaux faibles. Et donc, nous, on développe de plus en plus des formations très courtes, des formations qui vont de quelques jours, 4-5 jours à 6 semaines. Et ça, on le voit, il y a une vraie croissance, un vrai développement de ces formations, parce que de toute façon, on le sait, et ça va dans le sens de l'étude que vous avez mentionnée tout à l'heure, il faudra se former de manière continue tout au long de sa vie. Donc ça, c'est lifelong learning. Et ça, aujourd'hui, ça va prendre plusieurs heures par jour aux collaborateurs. On l'estime à 2 heures par jour de formation nécessaire pour justement essayer d'être en permanence au fait de ces transformations actuelles. Donc, ça fait partie des formations courtes. Et aussi, toujours par rapport à cet apparatus qui me semble encore une fois important de signaler,
l'État avec les gouvernements successifs du président Macron nous ont demandé de réfléchir, nous universitaires, mais aussi avec des professionnels, à la mise en place d'un référentiel de compétences IA. Donc c'est le REFCO IA qui va sortir dans quelques jours et qui tend à identifier quels sont ces nouveaux métiers de l'intelligence artificielle. Et on parle souvent de data scientist, data analyst. Il n'y en a pas que deux. Il y a tout j'allais dire un continuum de métiers allant des soft skills jusque vraiment des choses plus hard skills qui permet de administrer, gouverner, encore une fois, réguler et maintenir ces systèmes-là. Et donc ça fait partie c'est un référentiel qui va sortir dans quelques jours et qui va, je crois, aider beaucoup les organisations à tenter de comprendre quelle stratégie de formation mettre en place pour tenter de rester dans le bon train, je dirais. Et alors, pour répondre à ce défi de formation, Boris Walbaum, vous avez aussi créé un diplôme spécifique sur la question de l'intelligence artificielle, même si vous mettez du digital dans tous vos bachelors, mais sur les 6, vous en avez un spécifique qui adresse cette question de l'interaction spécifiquement homme-machine notamment. Oui, en effet, on a un bachelor de data science en partenariat avec la LSI, la London School of Economics, mais je dirais quand même, on a comme un énorme sujet d'un point de vue national, même si certaines écoles sont plus agiles. Je veux dire que la structuration disciplinaire fondée sur la connaissance et l'accumulation des connaissances, qui le fond de la culture et la légitimité académique, est quand même bouleversée. Et donc, d'un point de vue systémique, d'un point de vue national, on est quand même face à une problématique fondamentale sur la formation initiale. Il y a beaucoup de choses qui ont été faites sur la formation continue et avec beaucoup de fonds publics, et ce qui a créé une effervescence, etc. Le compte individuel de formation, etc. Donc tout ça est assez formidable, mais sur la formation initiale, moi je trouve qu'effectivement ce gap dont vous parliez, Florence, il est en train de s'accroître à vitesse grand V. Donc on a quand même un enjeu majeur. Après, moi je pense que d'un point de vue, enfin notre approche c'est de dire, indépendamment de notre bachelor, etc., c'est notre première mission en tant que formateur au stade initial, c'est ces compétences transversales. C'est ces compétences transversales, qu'elles soient dans le domaine cognitif, social, émotionnel, digital ou pratique, comme on prend une décision, c'est quand même un problème qui se pose à nous de façon très régulière. Donc c'est quand même important d'être un peu éduqué aussi sur les choses qui nous arrivent. Et c'est pas souvent le cas. Donc c'est construire ces fondamentaux qui vont nous permettre de naviguer cette incertitude que vous évoquiez, Julien. Et ça doit être la mission première. C'est à partir de ces fondamentaux qu'on peut effectivement, alors la plus importante d'entre elles étant apprendre à apprendre, mais pas apprendre à apprendre que des contenus, etc. Apprendre à se développer. La notion de réflexivité, c'est-à-dire cette capacité à digérer son expérience, à digérer ce qui nous arrive, devient quelque chose d'absolument fondamental. Et c'est pour ça que je faisais référence à ce 360. Se comprendre dans cette pluralité de dimensions et savoir transformer ce qui nous arrive, qui peut être un échec, qui peut être une frustration, qui peut être un succès, en quelque chose qui va nous servir après, qu'on va transformer en connaissances utiles, c'est ça, à mon avis, qui doit être la mission fondamentale des établissements d'enseignement supérieur. Et donc, on est vraiment sur repenser la mission. Cette notion de transfert de connaissances est totalement datée. Je pense qu'on ne peut plus baser aujourd'hui un système universitaire sur la notion de transfert de compétences, ou de connaissances. Ni même de compétences, parce que ça ne transmet pas des compétences. Ça se développe par l'expérience. Donc, il y a beaucoup de choses à revoir, y compris dans le choix des mots. Merci Boris Walbaum. Florence Verzelen, vous dites aussi qu'il va falloir apprendre à travailler et dans un monde où cohabitent le réel et le virtuel. Et ça, alors on peut se dire que les nouvelles générations sont peut-être plus aptes à le faire, mais quand même, c'est pas forcément quelque chose d'évident. Alors, c'est pas forcément quelque chose d'évident, mais c'est pas forcément quelque chose d'effrayant non plus, en fait. La façon dont on peut voir le virtuel, c'est aussi comme une façon d'améliorer et d'étendre le monde réel. En fait, si vous avez le jumeau virtuel d'une ville, aujourd'hui, un des gros enjeux de la ville, pour ceux qui ont passé le week-end à Paris, c'est le réchauffement climatique qu'on a vraiment senti le week-end dernier. Si vous avez le jumeau virtuel d'une ville, vous pouvez jouer avec ce jumeau virtuel, lui faire vivre des vagues de chaleur, lui faire vivre un tsunami, regarder ce qui se passe sur la ville, pour adapter la ville, et sur une ville qui a d'autres moyens de circulation, qui a d'autres matériaux, qui a plus de parcs, regardez à quel point la température pourrait être plus basse ou la ville plus résiliente au tsunami. Donc en fait, le monde virtuel permet vraiment de faire des tests que vous n'aurez pas besoin de faire en situation réelle. Aujourd'hui,
95% des tests, des crash tests des voitures sont faits dans le monde virtuel. On a toujours une voiture qu'on crache contre un mur dans une usine de Peugeot, mais on en crache plus 20 et c'est tant mieux. Et les avions, heureusement qu'on fait des milliers, des milliards de simulations virtuelles au lieu de crasher des passagers en conditions réelles. Donc, tout ça pour vous dire que, en fait, c'est bien. Et que oui, c'est un changement de paradigme parce que pendant très longtemps, c'était uniquement des ingénieurs qui utilisaient le virtuel, qu'aujourd'hui, grâce à un certain nombre d'outils, ça devient de plus en plus facile d'utiliser le virtuel, de plus en plus facile d'interagir avec lui, mais que du coup, ça nous démultiplie. Ça nous démultiplie les possibilités et ça nous permet de prendre des décisions finalement meilleures dans le monde réel parce qu'on aura fait des tests dans le monde virtuel. Donc, c'est plein de possibilités. Aujourd'hui, quand je vois les clients avec qui je travaille, on travaille sur des projets d'avions à hydrogène, des projets d'avions électriques, des projets de nouveaux médicaments génomiques qui sont tous faits dans le monde virtuel. Aujourd'hui, sur des virus tel qu'Ebola, on est en train, dans le monde virtuel, on a modélisé le virus Ebola, de lui balancer toutes les molécules qu'on connaît pour voir laquelle pourra vraiment casser la figure d'Ebola. Et ben ça, c'est possible grâce au virtuel. Et demain, quand les puissances de calcul seront démultipliées par le quantique, ça ira encore plus vite. Donc je pense que c'est une chance inouïe que nous avons de vivre maintenant avec ce pouvoir du virtuel. Alors, comme vous l'avez très justement dit, ce que ça signifie aussi, c'est que le virtuel ne sera plus seulement l'affaire des ingénieurs, en fait, et que tout le monde doit se l'approprier, et que dans ce processus d'appropriation, Julien Malauran, ce que vous avez constaté quand même dans votre étude, c'est que même s'il y a un certain nombre d'effets positifs, il y a aussi des craintes qui émergent chez les salariés par rapport à l'utilisation de ces outils, notamment des craintes de surveillance, des craintes d'accroissement de charge de travail, puisqu'on l'a dit, ça dégage du temps et ça permet un volume plus important. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur ce constat-là et donc sur, in fine, quand même la nécessité d'encadrer, de réguler cette intelligence artificielle et là où le politique a probablement un rôle à jouer? Tout à fait. Il est vrai qu'aujourd'hui, il y a quelque chose qui pose beaucoup de questions quand même, c'est la surveillance par les données. Aujourd'hui, dans les différentes organisations, je pense à EDF, je pense à d'autres entreprises françaises sur lesquelles on a pu passer du temps, comprendre quels étaient les usages sur ces outils à base d'intelligence artificielle. Dans les craintes qui seront remontées, c'est vraiment qu'en fait, tout est absolument traqué dans vos process organisationnels, pas dans la manière dont vous bougez au bureau, mais dans les process organisationnels. Et donc, cette analyse des données, elle questionne sur le fait que, quel libre arbitre on a par rapport à ces outils. Comment est-ce qu'il y a encore des zones sur lesquelles on va être, entre guillemets, non surveillé, et donc, du coup, comment est-ce qu'on veut gérer ces zones de non-surveillance au niveau de la gouvernance. Donc, il y a vraiment ces enjeux de surveillance qui sont assez prégnants. Et puis, on a aussi ce qui se passe dans d'autres métiers. J'ai un autre projet de recherche sur ce qui se passe, par exemple, en Chine et sur l'idée du crédit social, à savoir de véritablement pouvoir qualifier le comportement civil, pas simplement financier, mais le comportement civil des citoyens. Donc ça pose beaucoup de questions parce qu'on se dit qu'aujourd'hui, il va falloir absolument pouvoir réglementer sur ce qui est acceptable de ce qui ne l'est pas, à la fois dans les organisations, mais aussi au niveau de la société civile. Il y a un texte qui arrive, c'est le AI Act, et qui va faire, qui fait déjà couler beaucoup d'encre, mais qui va ensuite, je pense, au niveau européen, et qui arrive et qui tend à qualifier les systèmes d'intelligence artificielle selon un certain nombre de catégories, et en fonction de la catégorie dans laquelle se situe ce système, il va y avoir un certain nombre de devoirs et d'obligations par rapport à la transparence et à la scrutabilité de ces systèmes-là. Donc, on rentre vraiment dans cette seconde phase où on a une connaissance maintenant, je dirais pas précise parce que ça sera jamais le cas, mais on a une connaissance assez globale de ces systèmes et de l'impact de ces systèmes sur le travail et la manière dont on organise le travail. Et maintenant, il va s'agir de réguler ces systèmes avec toujours, parce qu'il y a des enjeux d'adoption. Aujourd'hui, quand vous dites à un marketeur, voilà la manière dont les credit scores sont calculés, en fait, ils ont besoin véritablement de comprendre, d'être en capacité d'avoir des systèmes qui sont explicables. Et souvent, c'est pas le cas. Dans la manière dont sont conçus ces systèmes à base d'intelligence artificielle, il serait très compliqué, parfois même presque impossible, de pouvoir faire du reverse engineering pour expliquer comment est-ce que ce score-là a été attribué
et qui a pour conséquence de ne pas attribuer un prêt ou alors d'attribuer un autre prêt. Et donc, les différentes fonctions de l'organisation, pour qu'elles acceptent ces scores, pour qu'elles acceptent ces systèmes et qu'elles les utilisent au quotidien en tant qu'outil, eh ben, elles ont besoin que ces systèmes soient explicables. Et donc, on va rentrer vraiment sur de nouvelles formes d'enjeux. On a parlé, il y a eu le RGPD qui a fait couler beaucoup d'encre. Maintenant, je dirais qu'on va passer à un niveau 2. Et ce niveau 2, c'est véritablement l'AI Act, où on va tenter de classifier, nomenclaturer les systèmes et donc de définir un certain nombre de devoirs et d'obligations. Et sur ce point, l'Europe est assez leader, en fait. Et Florence Verzelen, vous êtes convaincue qu'elle a un leadership à prendre sur cette question d'une intelligence artificielle responsable, peut-être ? Tout à fait. En fait, ce qu'on constate, c'est que déjà en Europe, on est super bon en maths. Il faut quand même voir le nombre de médailles Fields qu'on arrive à avoir, et particulièrement en France, c'est quand même extrêmement impressionnant. Donc on a des écoles qui sont impressionnantes là-dessus aussi. Donc on a toutes les capacités cognitives et j'espère certaines des capacités émotionnelles, mais mon voisin me le dira, pour y arriver. Et dans ce contexte-là, ce qui est très impressionnant, c'est que l'Union européenne est très bonne pour prendre des lois assez bonnes. RGPD, en fait, ça fait couler beaucoup d'encre. Mais moi, ce matin, j'étais à Luxembourg sur une conférence sur la cybersécurité et la data. Et en fait, ce que disait un cyberhacker, qui était devenu un white hacker, mais peu importe, c'est que RGPD protéger les citoyens européens d'une façon extraordinaire en termes de cybersécurité, parce qu'on avait accès à nos données, ce qui n'est pas le cas des Américains. Aujourd'hui, avant l'IA Act, moi je considère qu'il y a une petite marche entre les deux qui s'appelle le Data Act, qui est en fin de négociation, qui va libérer la donnée européenne, puisque ça veut dire que si vous avez de la donnée comme moi dans votre iPad, dans votre téléphone portable, ou dans votre voiture, vous allez être en possibilité de récupérer cette donnée, soit pour l'utiliser pour vous, soit pour la donner à une start-up ou à n'importe quelle autre entreprise, pour qu'elle puisse développer des nouveaux business models. Et ça, c'est extrêmement intéressant parce que ça va permettre un accès à l'innovation à des entreprises européennes qui est absolument conséquent, dans la mesure où, en plus, le commissaire Breton s'est arrangé pour que ce qu'il appelle les gatekeepers, et qui sont en l'occurrence les GAFA, n'aient pas accès à ces informations, à ces datas. Donc, on va pouvoir faire un saut en innovation, si ça se passe bien, grâce au Data Act. Donc, pour moi, l'IA Act, qui va un cran plus loin, mais qui va être comme le RGPD, développé en Europe pour les Européens, mais qui sera appliqué mondialement, parce que le marché aujourd'hui est mondial et on ne fait plus de l'IA que pour les États-Unis ou que pour l'Asie, on le fait forcément pour le monde. C'est une façon d'imposer notre vision éthique de l'IA au reste du monde, et parce qu'on l'aura développé en Europe, nos entreprises, si elles s'y prennent bien, pourront être les premières à en profiter. Donc c'est extrêmement intéressant. Donc cette régulation, elle est évidemment clé. Au-delà de la régulation, Boris Valbaum, il y a peut-être quelque chose qui est encore plus efficace. Ça s'appelle l'esprit critique. Est-ce que on peut considérer que l'esprit critique va nous permettre de maîtriser l'IA, et est-ce que c'est ça finalement qu'il ne faut pas développer avant tout chez vos étudiants par rapport à toutes les nouvelles technologies qui émergent? D'abord, merci Florence, parce que je ne connaissais pas le Data Act et je trouve ça absolument génial, ce que vous venez de décrire. D'abord, je pense qu'il y a effectivement un premier enjeu qui est, enfin, je pense que la première façon de réguler une innovation, c'est par l'éducation. L'éducation au sens très large du terme. C'est-à-dire que c'est notre responsabilité de comprendre comment ça marche, comment marche cette black box, de savoir du coup effectivement ce qu'on lui donne, comment elle l'utilise pour vous manipuler, pour le meilleur et pour le pire. Quand on dit manipuler, c'est aussi pour servir vos intérêts immédiats, parce qu'effectivement, ils ont vu que vous vous intéressiez à tel sujet, et donc voilà, ils vous poussent l'information qui sera la plus pertinente. Et cette compréhension du mode de fonctionnement est fondamentale pour en comprendre les usages vertueux, mais aussi les conditions de pertinence. On a tous assisté à beaucoup de réunions où tout le monde dit « Ah oui, on va utiliser l'IA, etc. » Personne n'osait vraiment dire que c'était une mauvaise idée, au contraire, parce que sinon on avait l'air d'être un petit peu à côté de la plaque, alors que les conditions de pertinence d'utilisation de l'IA n'étaient pas du tout remplies dans le cas d'espèce. Donc ça, je pense que c'est vraiment une première responsabilité. Effectivement, et la deuxième, vous l'avez dit, c'est l'esprit critique. Et c'est assez amusant de voir à quel point c'est quelque chose qui fait partie fondamentalement de la culture française et à quel point c'est peu enseigné, l'esprit critique. On a quand même une formation éducative qui est assez... voilà, on assimile de la connaissance, on la remet en perspective, mais je dirais que
notamment dans les interactions orales, on n'est pas tellement sur l'esprit critique. D'ailleurs, c'est très descendant comme voilà. Alors que les Britanniques le sont beaucoup plus. Ils ont beaucoup plus la culture du débat, de trouver la petite faille ou l'angle d'attaque qui va permettre de déstabiliser le propos d'en face. Donc il y a, oui, effectivement, un enjeu fondamental, parce que je crois que on aura toujours du mal, d'une certaine façon, en tout cas dans certains domaines d'activité, à laisser complètement la main à la machine. Et donc on aura besoin de personnes qui sont là pour valider un certain nombre de choses, de même que j'imagine qu'on peut à peu près facilement avoir un pilote en intelligence artificielle. Personne ne veut monter dans un avion qui n'aurait pas de pilote humain. Voilà. Mais donc ça suppose effectivement d'avoir un esprit critique par rapport à la machine qui, évidemment, est avec une barre qui s'élève au fur et à mesure du temps. Merci beaucoup Boris Walbaum, merci Florence Verzelen et merci Julien Malauran d'être venu partager avec nous ces réflexions passionnantes sur l'impact de l'intelligence artificielle sur le travail. Et ce n'est que le début. Merci beaucoup. Merci d'avoir écouté ce 5e épisode des Rencontres du Club Landois, un podcast du groupe Bayard. Si vous souhaitez être tenu au courant de nos prochains événements et nos actualités du Club Landois, je vous invite à nous rejoindre sur LinkedIn.